Eh bien, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire autour de la protection des identités avec SentinelOne. Mon nom est François, je suis avant-vente chez SentinelOne et aujourd'hui, je serai accompagné de Samuel. Samuel Pagès, dans l'équipe SE également, chez SentinelOne, dans la même équipe que François. Donc, le petit agenda qu'on vous a proposé, qu'on vous propose pour aujourd'hui et qu'on a préparé pour aujourd'hui, c'est dans un premier temps de revenir un peu sur les différents risques aujourd'hui qu'on a autour de l'identité, de la protection des identités, de revoir un peu aussi les objectifs et le but de la protection de ces identités, et bien sûr d'avoir une overview de l'offre SentinelOne autour de la plateforme SentinelOne autour de l'identité, et de voir en quelle mesure SentinelOne peut aussi répondre à ces besoins, et de vous donner aussi à la fin quelques recommandations sur la protection de l'identité, et finir avec une session de questions et de réponses si vous en avez, et j'espère que vous en aurez beaucoup. Donc, on est ensemble pour les prochaines 40 minutes. On va commencer avec, en enfonçant quelques portes, hein, désolé, mais bon, si vous êtes ici, je pense que le sujet de la protection des identités de manière générale vous intéresse, que vous êtes sensible à ce sujet. Et donc, ce qu'on peut dire rapidement et pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de protection des identités, c'est qu'aujourd'hui, avec le monde moderne de travail dans lequel on vit, de télétravail, d'explosion des applications SaaS, l'explosion aussi du nombre d'identités qu'on peut avoir sur Internet en termes de professionnel ou personnel, on voit que la surface d'attaque finalement pour les attaquants, elle va grandir aussi. On voit quoi aussi côté attaquant? On voit que les attaquants aujourd'hui ont des manières de plus en plus sophistiquées d'attaquer les entreprises. Donc on parle toujours de malware, on parle toujours de ransomware, mais finalement tout ça c'est la finalité. Les attaquants aujourd'hui ont développé des techniques un peu plus robustes pour pouvoir voler des credentials. Hein. On dit souvent les attaquants aujourd'hui, ils essayent pas de tout casser dans un premier temps, ils essayent de rentrer. Et comment je vais rentrer sur un système d'information? C'est avec un login mot de passe, avec un credential qui fonctionne. Et donc les attaquants aujourd'hui sont à la recherche de ça. Pourquoi des fois c'est plus facile aussi, c'est que, alors, peut-être pas forcément sur la France, hein, Cocorico quand même, sur la partie hygiène autour de l'Active Directory, il y a quand même beaucoup d'éducation qui a été faite sur le marché français depuis de nombreuses années, donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est peut-être plus sensible que sur d'autres pays. On a aussi des instances publiques qui nous donnent des points de contrôle, des recommandations, donc on a déjà un peu d'idées là-dessus. Mais l'idée avec de renforcer l'hygiène autour des annuaires et autour de l'identité, c'est bien sûr aussi réduire la surface d'attaque. Et il y a peut-être des solutions qui existent déjà sur le marché, hein, bien sûr, de gouvernance, de privilege access management, d'identity access management, mais aujourd'hui, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre au sein des systèmes d'information. Pour vous donner un peu de chiffres aussi en parallèle, hein, pour mettre en avant ce phénomène de la protection de l'identité, c'est vrai qu'on parle de l'identité comme le nouveau périmètre, hein, finalement, sur la protection des sécurités des entreprises. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'est plus forcément en entreprise, dans un bureau, derrière un firewall, derrière un proxy, derrière une DMZ. On peut travailler de la maison, d'un coffee shop, d'un Starbucks, ainsi de suite, et donc se connecter à des Wi-Fi et peut-être être aussi un peu plus exposé qu'on pourrait l'être avant au sein d'un château fort qui pouvait être l'entreprise. Donc quelques chiffres intéressants. On trouvait celui du dernier rapport de Verizon assez intéressant sur les 37%. Donc c'est 37% en fait l'année dernière des entreprises qui ont été sur lesquelles en fait finalement le vol de credentials a été le vecteur initial finalement de l'attaque. Donc 2025 finalement, enfin 2024 en tout cas, ça sonne le glas aussi pour un groupe d'attaquants et pour un business model qui avait eu lieu depuis quelques années. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Genesis. Genesis, c'était une marketplace en fait côté attaquant qui avait décidé finalement de faire un business model un peu différent. Donc c'est pas des gens qui allaient jusqu'à attaquer un réseau, qui allaient jusqu'à lancer des ransomware, demander des rançons, faire l'exfiltration de données. C'est un groupe d'attaquants en fait qui s'amusait entre guillemets à récolter des credentials. Donc, comment je récolte un credential en tant qu'attaquant? Je diffuse volontairement des petits patchs, des petits cracks pour les applications favorites des utilisateurs, qui les installent à la maison, qui sûrement rend le service attendu. Donc, sûrement que
je peux utiliser l'ensemble des licences de ce logiciel grâce à ce petit patch, mais aussi qui fait office d'info-stealer, qui récupère les informations sur un poste perso, sur un poste pro, et ces informations, c'est le login, c'est le mot de passe, et en fonction de l'hygiène de chaque utilisateur, qui va peut-être réutiliser son mot de passe personnel dans la sphère professionnelle et vice-versa, les attaquants vont commercialiser, donc ce groupe d'attaquants de Genesis, commercialiser sur une marketplace, en fait, des packs de credentials valides pour pouvoir rentrer dans une entreprise avec même des fois des cookies de session pour bypasser les MFA et pour 1 heure, 2 heures, 3 jours, 3 mois en fonction du temps qu'on avait décidé de mettre en place au niveau d'une demande d'OTP au sein de l'entreprise. Mais tout ça pour dire aujourd'hui que quelle que soit la taille de l'entreprise, à plus de 90%, aujourd'hui, il y a toujours une attaque autour de l'identité qui est mise en avant sur l'attaque qui a été réalisée, sur l'exfiltration, le ransomware, ainsi de suite. Quand on parle de solutions de défense autour de l'identité, on peut essayer de faire un parallèle entre deux thématiques. Souvent, on parle de protection au niveau des accès, de la sécurité des accès. Donc, la sécurité des accès, c'est là où on parle d'IGA, d'IAM, de PAM, toutes les solutions aujourd'hui qui sont à votre disposition, qui sont sûrement déjà implémentées au sein de votre entreprise pour protéger les accès. Et finalement, aujourd'hui, cette protection des accès, elle ne protège pas réellement l'identité en fait des utilisateurs de votre entreprise. Et c'est là aujourd'hui Sentinel-One, au niveau de notre plateforme, où on propose à travers notre agent que certains d'entre vous connaissent déjà sûrement comme un agent historique EPP et EDR, mais aujourd'hui comme un agent aussi qui va protéger l'identité de vos utilisateurs. Et pour ça, on le fait de 3 façons. On le fait dans un premier temps avec cette fameuse routine pour vérifier l'hygiène finalement que vous pouvez avoir ces annuaires. Donc là, on parle d'attaque surface management autour de l'identité, IDASM. Il y a une terminologie sur le marché qu'on retrouve assez régulièrement, qu'on appelle de l'ITDR, Identity Threat Detection and Response, donc des solutions qui permettent de protéger les credentials des utilisateurs, mais qui permettent aussi peut-être de mettre en place, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer avec Samuel aujourd'hui, de mettre en place aussi d'autres solutions, d'autres techniques. On parle de déception, de duperie, d'engager les attaquants, de les débusquer, de partir peut-être du principe que les attaquants sont déjà au sein de votre système d'information et donc de pouvoir lever des alertes beaucoup plus rapidement. C'est le but aussi de la protection de l'identité. La protection de l'identité, souvent, c'est quelque chose qui est fait vraiment au niveau early stage de l'attaque, au niveau vraiment, c'est les débuts de l'attaque. Donc, plus tôt on va débusquer finalement ces attaquants, plus tôt on va débusquer les signaux de reconnaissance, de dumping de credentials le plus tôt possible, plus tôt on va être en mesure aussi de comprendre qu'on est sous attaque. Donc, les objectifs finalement de la protection de l'identité, si on essaie de les résumer, c'est assez simple. On va parler dans un premier temps avec l'hygiène, de réduire la surface d'attaque, de réduire les opportunités pour un attaquant de pouvoir pénétrer dans votre système d'information, donc réduire la capacité d'un attaquant à dumper des credentials, de votre côté avoir une meilleure vue, une meilleure visibilité en termes d'hygiène sur vos annuaires, que ce soit les annuaires Active Directory ou Azure Active Directory entre ID, de pouvoir aussi, on en reparlera, Samuel nous fera une petite démo dessus, de pouvoir voir aussi la partie découverte des credentials qui pourraient être compromis au sein de votre société pour alerter vous dans un premier temps, mais aussi alerter vos utilisateurs sur le fait qu'ils doivent peut-être changer leur mot de passe ou les forcer à le faire. Et vraiment, encore une fois, l'idée, c'est avec cette partie de déception, avec cette partie du prix, de pouvoir aussi perturber les activités d'un attaquant, de les gêner dans leur attaque, de leur envoyer des fausses informations, de les rediriger sur des faux serveurs, avec des faux comptes, avec des faux mots de passe. Tout ça pour pouvoir les ralentir. Et plus tôt on va les ralentir, plus on aura de chance aussi de bloquer l'attaque le plus tôt possible. Et la philosophie, la stratégie de Sentinel-One autour de tout ça, c'est vraiment de mettre cette protection de l'identité vraiment au cœur de la protection du endpoint de manière générale, protection des endpoints, qu'on soit sur un Windows, mais on n'est pas immune de ce problème sur un Mac, sur un Linux, sur un mobile. Donc, pour vous faire une rapide introduction, et après, Samuel rentrera un peu dans le détail sur chacun des produits.
sur chacune des solutions et chacun des composants de la solution SentinelOne. On va parler dans un premier temps chez SentinelOne de ISPM. ISPM pour Identity Security Posture Management. C'est une solution très simple à déployer. On déploie un agent au sein du domaine qui va venir avec un compte de service lire votre annuaire ou avec un call API lire l'Azure Active Directory Entra ID et vous donner une vue immédiate sur sur le score de santé de votre annuaire. Vous donnez des recommandations, vous expliquez comment remédier. On reviendra dessus un peu plus en détail. On a un deuxième pendant plus côté protection de l'identité directement sur les domaines contrôleurs, où on va être en mesure avec notre agent aujourd'hui d'activer des fonctionnalités complémentaires à l'EDR pour pouvoir se protéger des attaques qui visent les annuaires. Donc là, on parle de Golden Ticket, de passe de hash, d'essai shadow, ainsi de suite. On vous fera un petit exemple aussi avec Samuel sur la partie d'essai sync. Et enfin, on a la partie IDR pour Identity Detection and Response, où là, vraiment, l'idée, c'est de renforcer la protection du dumping de credentials, et pas simplement au niveau de l'OS, pas simplement au niveau peut-être d'un navigateur web, parce que tout le monde peut penser je vais récupérer des credentials dans un navigateur web, mais c'est vraiment d'étendre cette protection à tous les outils qui peuvent stocker un mot de passe sur un poste de travail. Et là, on parle de logiciels de VPN, de logiciels de prise en main à distance, de logiciels de partage d'écran, ainsi de suite. Tous ces logiciels sur lesquels on rentre son login mot de passe et sur lesquels on a tous, et je plaide coupable le premier, des fois de cocher la petite case de me souvenir de moi pour ne pas avoir à re-rentrer son mot de passe, mais forcément, ce mot de passe, il est stocké quelque part. Et cette solution IDR aussi permet cette fameuse mise en place de la partie du prix d'exception, mais on en reparlera aussi. Pour essayer on va faire une petite première démonstration pour essayer de vous démontrer dans un peu le schéma en fait de l'imbrication de toutes ces briques dans la plateforme SentinelOne, en prenant un exemple concret. Bon, qui n'est plus d'actualité, hein, feu Conti, feu ce groupe d'attaquants, bien heureusement, mais avec finalement un mode d'exécution qui est assez similaire à ce qu'on va retrouver encore aujourd'hui. C'est que dans un premier temps, le premier jour, ce groupe d'attaquants va pas lancer va pas envoyer des ransomware aux clients directement pour qu'ils cliquent dessus. Il y a toute cette phase finalement qu'on décrit pas dans ce slide, mais toute cette phase, en fait, alors c'est quelque chose que vous pouvez retrouver directement hein, sur le site des FIR Report, mais en fait, l'idée, c'est pour le groupe Conti et le ransomware qu'ils ont l'habitude, en fait, de débloquer, c'est de revoir un peu la timeline de l'attaque et de voir sur cette partie timeline de l'attaque, en fait, comment ils vont distribuer le malware et comment ils vont faire leur phase de reconnaissance. Et ce qu'on voit, en fait, sur la timeline, c'est que dans les premiers jours, pratiquement 3 minutes après que quelqu'un se soit fait ficher. Alors, il y a seulement cette phase de reconnaissance sociale, ingénierie sociale. Je vais envoyer un mail avec un attachement. Dans l'attachement, il y a un script, il y a un PowerShell, il y a une macro qui va s'exécuter. Souvent, moi, je me dis, si je suis attaquant, qui c'est que je vise en entreprise? C'est peut-être les ressources humaines, parce que le but des ressources humaines, c'est quand même d'ouvrir des mails de personnes qu'elles ne connaissent pas avec un attachement, avec un CV, avec une lettre de motivation. Et quand on va ouvrir justement cet attachement, c'est là où, dans un premier temps, on ne va pas lancer le command and control, on ne va pas lancer le ransomware. Ils vont essayer de savoir, là, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est le domaine contrôleur, qui sont les admins locaux, qui sont les domaines admins, quels sont les comptes à privilèges. C'est ça qu'ils vont essayer d'avoir comme information avant de pouvoir lancer leur attaque. Donc là, on va se connecter sur un contrôleur de domaine. Sur ce contrôleur de domaine, je suis attaquant. Qu'est-ce que je veux récupérer comme information? C'est le nom, l'IP de mon DC. Donc là, mon DC, mon domaine contrôleur, c'est The Borg. J'ai quelques postes dans mon domaine, Melbourne, Saratoga et Enterprise. J'ai bien sûr des comptes, Samuel, François, mais en tant qu'attaquant, je veux les clés du royaume. Hein, je voudrais essayer de récupérer cette partie domaine admin, où là j'ai Jean-Luc et Wesley qui font aussi partie de ce groupe domaine admin. Donc c'est en tant qu'attaquant, c'est ce que je vais essayer de récupérer. Mais en tant qu'attaquant, forcément, je vais pas tout de suite arriver avec la clé du coffre-fort et le code de l'alarme. Je vais déjà faire des phases de reconnaissance pour récupérer de l'information, faire des mouvements latéraux et au fur et à mesure récupérer de plus en plus de privilèges jusqu'au Saint Graal qui est effectivement ce compte domaine admin.
Donc là, si je me mets sur une machine qui n'est pas protégée, c'est pour ça que le fond d'écran est rouge, hein, c'est qui sont les administrateurs, c'est administrateurs locaux, hein, Sentinel, l'utilisateur Sentinel, l'utilisateur Redshirt éventuellement aussi du domaine. Donc là, c'est les informations qu'on vient de voir, hein, sur l'Active Directory, hein, c'est ça les vraies informations. The Borg 10 Z5, c'est mon domaine contrôleur. Donc ça, c'est intéressant comme information de savoir pour un attaquant quel est le domaine contrôleur, qui sont les administrateurs. Donc on voit bien c'est Jean-Luc et Wesley. Donc c'est ça qu'un attaquant aussi va essayer d'avoir comme information. Et vous voyez sur les phases d'énumération, c'est assez simple. Et là, je suis sur une machine sur laquelle un utilisateur tout bête qui s'appelle François a pris la mauvaise habitude sur un WinSCP par exemple de stocker un login, un mot de passe directement pour lui simplifier la vie. Et donc là, j'avais créé un compte de test pour me connecter à un de mes serveurs. Le mot de passe, je l'ai sauvegardé bêtement, entre guillemets, dans mon logiciel. Et là, avec des frameworks qui existent, qui sont disponibles sur des GitHub, ainsi de suite, c'est assez simple finalement de pouvoir récupérer les mots de passe, ou en tout cas les hashes, et après de refaire l'exercice inverse pour transformer mon hash en mot de passe. Et là, je sais que mon mot de passe, du coup, c'est sentinel1 point d'exclamation. Bingo, j'ai un login, j'ai un mot de passe, j'ai un login qui est François, j'ai un mot de passe qui est sentinel1, j'ai un compte utilisateur sur le domaine. Et du coup, on va mettre en avant cette attaque de AS Pack Roasting. Pourquoi? Parce que justement, elle demande que des permissions côté utilisateur. Il n'y a pas beaucoup de permissions qui sont demandées en plus. Et là, l'idée, c'est d'aller pouvoir craquer les mots de passe de tous les comptes qui n'ont pas de pré-authentification de Kerberos activée. Même en 2024-2025, ça existe toujours parce que des applications legacy, métiers, ainsi de suite. Et là, on va un peu sophistiquer l'attaque en passant sur sophistiqué entre guillemets parce que c'est une distribution qui est bien connue, hein, qui est Kali, c'est un framework qui est bien connu, qui est une paquette, qui est bien documentée. Et avec une simple commande, avec ce login mot de passe que je connais, je vais récupérer deux nouveaux comptes, Service Test et Wesley, qui n'ont pas de pré-authentification de Kerberos. Donc là, j'ai leur mot de passe, en tout cas, j'ai le hash. Rien ne m'empêche de faire l'exercice inverse pour pouvoir aussi les récupérer directement l'information. Et là, bingo, en plus, Wesley, rappelez-vous, ça faisait partie des comptes domaine admin, donc potentiellement, sans faire exprès, avec beaucoup de chance, j'ai récupéré ces comptes domaine admin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la plateforme pour détecter un peu plus tôt ces attaques? Donc là, on voit déjà que toutes ces phases d'énumération, elles ont été listées au niveau des alertes dans la plateforme, que on a essayé de dumper des credentials sur une machine, ainsi de suite. Et là, dans un premier temps, on va parler déjà sans rentrer directement sur la détection de l'attaque, on va rentrer sur la partie hygiène. Et on parlait justement de comptes qui n'avaient pas de pré-authentification Kerberos activée. Donc ça, c'est une recommandation, c'est documenté côté ANSI, c'est documenté côté NIST, c'est documenté sur le framework du MITRE, ainsi de suite. Et là, rapidement, en filtrant, je vais retrouver cette détection. Donc on a plus de 112 détections aujourd'hui sur la partie exposure control. Et là, donc là, je retrouve les recommandations basiques pour faire la rémédiation à la main, entre guillemets. Ou alors, nous, aujourd'hui, dans l'outil, on vous propose, là, c'est facile, et avec un user, on peut le faire à la main, mais imaginons qu'il y avait 43 objets vulnérables à cette exposure. On vous propose un petit script clé en main pour pouvoir y remédier, et on verra un peu plus en détail. Et là, en plus aussi, on a vu la détection sur la S-Processing directement au niveau du DC parce qu'on avait l'agent sur le DC. Je sais c'était quoi l'IP, le point 250, c'était MyKali. Et là, automatiquement, je peux aussi identifier cette machine. C'est quoi cette machine? Elle n'est pas protégée, je la connais pas, j'ai pas de Linux sur ce sous-réseau. Qu'est-ce que je fais? Je l'isole donc directement pour empêcher toutes les autres machines finalement qui ont Sentinel-1 de communiquer. Là, maintenant, je me place sur une machine qui est protégée par l'ensemble des composants et l'arsenal de sécurité de Sentinel-1 côté identité. Et là, du coup, quand j'essaye de savoir qui est le domaine admin, c'est plus Sentinel, c'est plus Redshirt, c'est un fameux Luis Fernandez qui n'existe pas. Qui n'existe pas, en tout cas, dans l'imagination du produit. Mais DC, du coup, j'en ai 3, c'est plus The Borg, c'est DC1, DC2, DC3. Donc ça, et on verra, Samuel vous montrera comment configurer aussi cette solution de façon assez simple dans la configuration.
Et pareil, si j'essaye d'avoir aussi mes comptes domaine admin, là, je vais avoir d'autres informations. C'est plus Wesley, c'est plus Jean-Luc, c'est plus administrator, c'est d'autres. Pareil pour la partie compte de service, éventuellement, où je vais avoir d'autres utilisateurs. Et après, là, du coup, comme la partie Credential Protection Authenticity est activée, là, je suis plus en mesure de dumper finalement les mots de passe de mon WinSCP parce que l'application SentinelOne, l'agence SentinelOne, protège aussi là-dessus. Bon, j'ai quand même récupéré l'information, je me connecte à mon DC, mais DC1, c'est pas le vrai DC, c'est ce qu'on appelle un decoy, c'est un leurre. Et donc finalement, moi, je vais avoir une alerte dans la console après en disant attention, il y a des gens qui essayent de se connecter depuis telle IP, avec peut-être tel utilisateur qui essaye de se connecter à mes decoys. Et là, une connexion à un leurre, ça peut pas être un faux positif, ça peut être uniquement une vraie alerte. Pourquoi? Parce que cette information n'est disponible que dans l'imagination de l'agent ou des administrateurs de protection de la sécurité et pas autre part. Et là, je vais laisser la main à Samuel pour revenir un peu plus en détail sur chacun des composants ISPM, IDR et IDP. Oui, alors du coup, Identity Posture Management, donc c'est la première solution qui permet du coup d'identifier les mauvaises configurations, expositions et vulnérabilités de l'environnement Active Directory on-premise, mais aussi Entra-ID, anciennement appelé Azure AD. Pour aider à remédier les différentes vulnérabilités, Identity Posture Management fournit des scripts de remédiation clés en main permettant de remédier les vulnérabilités au sein de votre Active Directory de manière automatisée. La solution fournit également la possibilité d'avoir un guide de remédiation manuelle pour chacune des vulnérabilités remontées. À savoir que du coup, la solution est capable aujourd'hui de remonter plus de 112 expositions de votre Active Directory et permet notamment de remonter un score de santé qui va correspondre au pourcentage de la sécurité de votre Active Directory et va permettre de prioriser la remédiation en fonction de la criticité des expositions. Alors, donc ici, pour la démonstration, on a une attaque qui s'appelle DCSync. Alors, DCSync, qu'est-ce que c'est? Ça va être une attaque qui permet du coup d'aller récupérer des informations de type HNTLM des comptes administrateurs ou comptes classiques via des droits de réplication qui seraient donnés à ces fameux utilisateurs utilisés pour attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer le HNTLM, qui va potentiellement être du coup un compte critique comme KRB TGT ou administrator. Et ça va ensuite nous permettre de passer via un mouvement latéral, faire du golden ticket ou du pass the ticket via cette attaque. Alors, depuis la console, qu'est-ce qu'on est censé détecter? Alors, via le scan de l'Active Directory, donc ici on va avoir le dashboard Identity Posture Management avec le score de santé, les différentes vulnérabilités remontées, le nombre de scans remontés et les différentes informations liées au domaine, utilisateur, computer, etc. Donc ça, c'est la partie misconfiguration. Donc ici, on a la vulnérabilité DCSync qui a été remontée sur le DC. On voit que l'utilisateur en question, c'est François, qui a donc des droits de réplication sur le domaine. Et donc, la solution est capable de remonter l'alerte comme quoi la vulnérabilité est présente. Et on va du coup fournir un script de remédiation personnalisé qui va nous permettre de lancer un PowerShell avec un access key, un secret key pour valider l'authenticité de l'exécution, avec toujours la possibilité d'avoir un historique avec le mitigated task qui va permettre d'avoir un historique sur toutes les mitigations par exposition dans l'ordre d'exécution, d'avoir également la possibilité d'avoir la certification que le script a été bien exécuté correctement, et aussi une fonctionnalité de rollback sur chaque script pour en cas de cancel du script, etc. Alors ensuite, on va avoir Singularity Identity for IDP. La solution permet de sécuriser les domaines contrôleurs en temps réel, de la même façon qu'un EDR, c'est-à-dire la solution va être capable de protéger le domaine d'attaque de type Golden Ticket, DCSync, Silver Ticket, DC Shadow, Iceberg Frosting, etc. La solution permet de s'interfacer avec des solutions MFA de type Duo, Okta, Azure AD, etc. Et la fonctionnalité va permettre des actions de réponse de type ajout d'utilisateurs dans un groupe à risque, forcer le MFA pour des actions de modification initiées par l'utilisateur. Mais la fonctionnalité principale, ça va être de répondre en temps réel à des attaques de type identité critique
qui vont permettre de faire des mouvements latéraux, de récupérer des crédentials importants, etc. Donc, une sous-partie de Identity for IDP, ça va être Compromise Credential Protection. Cette fonctionnalité, elle permet d'inclure également la capacité de protéger en temps réel les mots de passe de l'Active Directory on-premise. La solution peut être capable d'envoyer des réponses automatisées de type changement de mot de passe, désactivation de compte compromis, etc. Les alertes des comptes vont être également remontées dans tous les cas, même s'il n'y a pas de réponse qui est activée. La fonctionnalité permet de créer des blocklists de mots de passe qui vont être facilement devinés ou facilement utilisés par les attaquants en relation avec souvent le nom de l'entreprise, le nom de l'utilisateur, etc. Et la solution permet également de faire des scans réguliers qui permettent de vérifier les identifiants des utilisateurs de l'Active Directory qui auraient fuité dans des bases de données du Dark Web, par exemple. Donc pour cette démonstration, on va faire un DC Sync avec les crédentials de François qui ont été récupérés via une base de données dans le Dark Web. On va être capable du coup de retrouver des crédentials utilisateurs critiques comme administrateurs ou KRBTGT, qui sont des utilisateurs qui ont des droits très importants sur le domaine. On va être capable du coup via les alertes remontées d'aller voir qu'il y a eu une attaque DC Sync qui a été effectuée. On va avoir la possibilité de voir quelle IP a attaqué notre DC et quelle était la target. Donc, en l'occurrence, ici, c'est The Borg qui a été attaqué. Donc, ici, on va être capable, du coup, de filtrer pour aller récupérer également les crédentials qui ont été compromis. Alors, comment on fait? Donc, on va aller récupérer donc déjà les dernières 24 heures pour être sûr de matcher correctement et surtout d'aller récupérer la partie Breach Detect qui va permettre donc d'aller détecter les compromise password detected. Ici, on va voir du coup François qui a été compromis et donc ça nous confirme que les crédentials de François sont disponibles sur une base de données publique et donc accessible potentiellement par un attaquant. Et après, je pense qu'on va voir un peu comment on peut configurer tout ça. Et donc, je pense que c'est relatif. Enfin, ouais. Alors du coup, effectivement, ici on va avoir la partie configuration avec donc l'EDC et les différentes fonctionnalités de l'identité. Donc ici, on va être capable de pivoter facilement sur la partie politique de sécurité liée à la fonctionnalité de protection de l'UDC. Alors donc ici, on va être capable d'aller récupérer la partie protection policy et donc de pouvoir l'éditer et de voir les différentes configurations liées à la fonctionnalité. Donc ici, on va avoir la possibilité d'aller scanner en temps réel, soit de remonter uniquement les alertes, mais aussi de bloquer ou d'utiliser même le MFA ou de rajouter des utilisateurs à risque dans des groupes en cas de détection de ce genre d'attaque. Et donc la fonctionnalité est capable de le faire sur chaque type de sévérité de manière totalement automatisée. Ensuite, pour la partie identité de détection et de réponse, donc la solution, durant les phases de reconnaissance, les attaquants, c'est très courant d'initier des attaques d'énumération permettant de comprendre l'environnement de la cible de manière plus simple. Et donc Singularity Identity for Detection and Response est une solution permettant de sécuriser votre environnement en temps réel contre les attaques de type énumération, mais aussi les dumps de crédentials. Donc ça permet d'envoyer de fausses informations via des decoys aux attaquants, permettant de faire perdre un maximum de temps aux attaquants durant leur phase d'énumération et de discovery, mais aussi de permettre d'aller protéger les applications contre les dumps d'identifiants qui sont très fréquents durant les attaques, dues à une facilité d'exploitation beaucoup trop importante. Alors du coup, pour cette démonstration, donc, dans la partie Identity, on va avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations sur les alertes, les indicateurs du MITRE, etc., liés aux différentes expositions. Et on va être capable surtout d'aller configurer des objets de déception qui vont être utilisés
pour fausser les informations qui vont être utilisées par les attaquants, qui vont être demandées par les attaquants. Donc ici, on a configuré 3 utilisateurs, Hélène, Ménélas et Agamemnon, avec des mots de passe différents, qui vont être envoyés aux attaquants si une énumération est effectuée. Ensuite, via la protection policier liée à la protection de détection and response, on va être capable d'aller configurer plusieurs choses, notamment via la partie protection des applications. On va être capable d'aller protéger directement les identifiants qui sont stockés dans les différentes applications, notamment WinSCP par exemple, dans lequel François avait laissé malencontreusement des mots de passe utilisateurs critiques potentiellement. Et donc ici, on va être capable d'aller sécuriser certaines informations, comme par exemple les comptes administrateurs privilégiés, notamment François par exemple, les comptes de service, les domaines contrôleurs, et local admin, etc. Et on va être capable d'aller sélectionner des objets de déception liés à ces objets pour permettre la protection contre les énumérations des attaquants. Alors du coup, sur une machine non protégée, donc on va avoir François qui a mis ses identifiants sur WinSCP. Et donc quand on va faire une énumération, on va récupérer déjà les comptes administrateurs. On va être capable d'aller récupérer les domaines contrôleurs. Donc ici, c'est bien TheBorg, les différents domaines admin. Donc ici, Jean-Luc Wesley, toujours pareil. Les privilèges de compte. Et on va être capable, via une exploitation de vulnérabilité de WinSCP, d'aller récupérer directement localement les crédentiels qui sont stockés pour le compte de François, par exemple. Sur une machine protégée par SentinelOne, avec toujours des crédentiels qui sont directement localement stockés sur WinSCP, on va être capable donc d'aller envoyer des fausses informations. Donc par exemple, le local groupe, ça va maintenant être Hector. Les domaines contrôleurs, ça va plus être TheBorg, ça va être DC1, DC2, DC3. Les utilisateurs du domaine, ça va être Hélène, Agamemnon, etc., comme prédéfini dans les objets de déception. Et l'exploitation de la vulnérabilité de WinSCP va être bloquée par la fonctionnalité de détection and response. Donc dans la partie alerting, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les détections liées à la discovery, à la tentative de connexion sur le DC, qui va donc fournir de fausses informations. Alors pourquoi? Parce que si l'attaquant a rentré dans son énumération, je veux les domaines contrôleurs, qu'il est tombé sur le decoy, à savoir par exemple DC1, et qu'il a tenté une connexion sur ce DC1, l'utilisation du decoy va instantanément remonter une alerte parce qu'un utilisateur standard ne va pas lancer une connexion à distance sur un DC qui n'existe pas. Donc c'est forcément une alerte liée à un attaquant. Et donc l'alerte va être remontée instantanément en disant qu'un decoy a été utilisé pour une connexion à distance, par exemple. Donc voilà pour la partie identité et réponse. Merci Samuel. On trouvait intéressant aussi de vous remontrer peut-être une deuxième fois aussi la partie du prix déception, parce que souvent peut-être que vous pouvez penser que c'est assez compliqué à manager, compliqué à mettre en place. Alors là, forcément, c'était une démonstration. Donc, moi, j'utilisais des noms de joueurs de football. Samuel a utilisé des comptes plutôt autour de l'Iliade d'Homère et d'Ulysse. Mais sinon, c'est vrai que quand on parle de déception, ce qui est bien aussi, c'est de parler aussi d'authenticité. Donc, c'est d'avoir aussi des comptes de déception qui ressemblent étrangement à ce que vous avez aussi au sein de l'entreprise. Donc, je dis n'importe quoi, mais si par exemple, vous avez votre login, c'est prénom, nom, peut-être essayer de les inverser ou de laisser la première lettre du prénom, le nom, pour qu'en tout cas, l'attaquant ne se rende pas compte tout de suite qu'il est en train de se faire duper et parce qu'il va toujours faire aussi une phase d'ingénierie sociale, savoir qui sont les gens au sein de l'entreprise. Donc, que ça matche aussi côté déception avec plus ou moins de réalité par rapport à votre domaine, par rapport à vos utilisateurs. Et ça, voilà, comme vous l'avez vu dans la configuration, on peut tout configurer. Donc pour conclure, pour résumer ce qu'on a vu, c'est si on reprend un peu les différentes phases de l'attaque. Dans un premier temps, au niveau endpoint, parce que c'est aussi l'ADN de SentinelOne, c'est la protection des endpoints de manière générale. On a vu la partie credential protection, donc empêcher un attaquant de dumper des mots de passe qui seraient stockés sur une application. Donc on a vu avec WinSCP, mais ça aurait pu être
un outil VPN, ça aurait pu être un outil TSE, un PuTTY, tous ces logiciels qui stockent du mot de passe et potentiellement des mots de passe qui permettent d'accéder à des serveurs plus sensibles. Après, on se met aussi côté, dans un deuxième temps, au niveau protection de l'utilisateur. Donc là, avec les outils d'hygiène, côté ISPM, avec les outils de détection des attaques avec ce compte utilisateur ou de détection des compromises credentials de l'utilisateur sur le DC. On peut faire cet hardening, entre guillemets, de l'AD, du domaine contrôleur avec la solution IDP, avec la solution IDR, faire de l'hardening aussi sur les endpoints. On parle toujours du principe aussi, désolé aussi du cliché, mais que le endpoint, ça reste un maillon faible parce que derrière un endpoint, il y a un utilisateur, que cet utilisateur, il est, comme vous et moi, il est curieux, il clique sur des liens et il n'a pas toujours été bien éduqué entre guillemets au niveau IT, au niveau gestion des risques, même si de plus en plus, grâce ou à cause de tout ce qui se passe, on est de plus en plus sensibilisé quand même, mine de rien. Et on peut, dans un temps final aussi, avoir toute cette partie détection des mouvements latéraux, mieux les comprendre, les empêcher, c'est plus intéressant. Donc les petites recommandations qu'on pourrait donner du coup autour de la protection de l'identité, c'est dans un premier temps, comme beaucoup de choses, c'est de réduire la surface d'attaque. Donc réduire la surface d'attaque, longtemps, c'était aussi faire du patching, vérifier que vos applications ne sont pas vulnérables. Donc là, on va vérifier aussi que vos annuaires ne sont pas vulnérables. Protéger l'identité au niveau de l'infrastructure. Donc là, c'est plutôt vraiment protéger aussi directement le DC contre les attaques qui visent les domaines contrôleurs. Dans un troisième temps, d'avoir ces informations peut-être de déception, de duperie pour pouvoir ralentir les attaquants, les duper, les amener peut-être aussi où vous avez envie de les amener. On sait qu'on a des clients qui se servent aussi de ces decoys pour pouvoir rediriger les attaquants dans des types de pots à miel pour que l'attaquant après fasse ses opérations et que le SOC puisse aussi étudier les tactiques, les techniques des attaquants et comprendre aussi comment l'attaquant a essayé de l'attaquer, mais tout ça dans un bac à sable, entre guillemets. Et après, notre conviction aussi chez SentinelOne, c'est que l'identité, aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut traiter au niveau global, au niveau de la sécurité des postes de travail et des domaines contrôleurs et des annuaires. Et donc, on incorpore tout ça dans une plateforme qui s'appelle Singularity Platform, avec cette offre Singularity Identité qui nie finalement ni plus ni moins qu'une activation de composants de notre agent traditionnel sur la partie EPP, EDR, ainsi de suite. Et c'est ça aujourd'hui SentinelOne, c'est cette capacité à avoir plus que... Alors, on est fiers d'où on vient, attention, de la partie EPP, EDR, c'est notre ADN, c'est sur ces fondations que la société a été construite il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Mais aujourd'hui, quand on parle de protection du endpoint, on parle pas simplement de PPDR, on parle aussi de cette brique ITDR pour la gestion de la protection des identités sur l'endpoint. Tout ça, on peut le coupler avec la protection des services sur le cloud aussi, où on a des outils de compliance, de check de posture type CSPM, Synapse, ainsi de suite sur cette partie cloud. La partie exposure management, où on sait bien sûr regarder les vulnérabilités sur les applications, mais comme vous l'avez vu, on sait aussi regarder les vulnérabilités sur les annuaires. Et tout ça, on va l'agréger dans notre plateforme. On va derrière, il y a un SIEM qui tourne pour collecter tous ces événements. Et du coup, le SOC peut aussi consulter toutes ces attaques, toutes ces informations, de façon unique. Et vous pouvez aussi l'enrichir avec d'autres sources. Donc, on parlait d'IAM, d'IGA, de PAM. Si vous avez ce type d'outils, vous pouvez aussi ingérer les logs de ces outils directement dans la plateforme et du coup avoir de l'enrichissement autour déjà faire du stockage aussi de logs si besoin, directement dans la plateforme SentinelOne comme n'importe quel SIEM, mais aussi avoir de l'enrichissement, et ça on pense un peu plus de valeur autour de la détection des incidents en sachant que c'est passé par Okta, que c'est ce compte-là sur Okta, que dernière fois il s'est connecté à 13h12 au Mexique et puis à 13h14 au Japon, donc c'est un peu compliqué. Donc on va rajouter aussi une détection par rapport à Okta sur ce genre de choses. Pareil pour le CyberArk ou on vous remercie beaucoup pour votre attention sur ces 40 dernières minutes et on vous propose du coup de prendre vos questions pour essayer d'y répondre en live.
Alors, sur la partie posture management, donc on parlait effectivement avec Samuel de 112 exposures. Donc ces exposures, d'où elles viennent? Elles viennent effectivement, j'en ai parlé peut-être un peu rapidement, elles viennent de plusieurs endroits. Elles viennent de 3 endroits même. Donc le premier, c'est les recommandations plutôt côté américaine, côté NIST. Petite particularité aussi, c'est que le marché français est important pour SentinelOne, et donc on aurait été bête de se priver aussi d'informations que les points de contrôle de l'ANSSI. Donc on a fait l'effort ces dernières années aussi de mapper aussi les points de contrôle de l'ANSSI directement avec les exposures. Et puis il y a le troisième point de contrôle qui est, ce que j'avais oublié, qui est aussi les remontées de nos clients, et forcément par rapport à ce qu'ils ont envie de voir dans la plateforme, on est aussi en mesure, quand c'est pertinent, de le rajouter directement. Alors, sur la partie déception, oui, c'est possible de personnaliser les decoys. On a essayé de vous le montrer rapidement sur la démonstration, c'est peut-être allé un peu vite. Alors, il y a cette possibilité de les customiser comme vous le souhaitez. Par contre, ce qu'on ne vous a pas montré, c'est que on peut, dans le wizard en fait d'installation de la solution, décider de pouvoir, en fonction de votre pays, en fonction de votre région, en fonction du format de vos logins, on vous propose directement de créer automatiquement ces decoys si vous n'avez pas forcément d'idée de comment gérer cette partie-là. Donc, il y a un accompagnement aussi directement au sein de la solution pour ça. Comment se certifier sur SentinelOne? Alors, les certifications chez SentinelOne, il y en a plusieurs. Il y a celle côté partenaire et il y a celle côté end-user, client final. Donc, en fonction de si vous êtes partenaire ou si vous êtes client, le portail d'accès est différent finalement. En tant que client, vous avez accès à ce qu'on appelle Community Portal, qui est là où vous retrouvez la base de connaissances, les articles, les release notes, où vous pouvez ouvrir vos cases, ainsi de suite, mais sur lequel aussi vous pouvez retrouver un programme qu'on appelle SentinelOne University, et vous allez retrouver en fait pour les différents modules des programmes de certification pour l'ensemble des modules, avec la plupart du temps même un peu de lab directement qui est hébergé. Et c'est le même principe pour les partenaires, sauf que les partenaires accèdent à ce portail de formation certifiante directement à travers leur portail partenaire. Non, alors sur la partie, on a pris l'exemple sur la partie détection des attaques sur les domaines contrôleurs, on a pris 2 exemples, ASRoP Sting et DCSync, mais aujourd'hui on a plus d'une cinquantaine finalement d'attaques qui sont présentes, Pass the Hash, Golden Ticket, Silver Ticket, Diamond Ticket, qui sont dans la solution, que nous on a décidé pour l'instant de classifier par rapport aux sévérités. Et donc, vous prenez l'action en fonction de la sévérité. Voilà. Donc, on a vu que pour la démo, on a tout laissé en alerte avec Samuel, parce que sinon, forcément, si on était bloqué tout de suite, c'était pas très marrant pour le déroulé de l'attaque. Mais encore une fois, on peut décider directement de bloquer ce type de comportement. Et ce qu'on n'a pas eu le temps de montrer aussi, et pour pas rentrer trop dans le détail, c'est qu'il y a aussi un mode apprentissage éventuellement sur ce composant. Pour avoir plus d'informations, plus d'enrichissement dans les premières semaines, dans les premiers jours de la mise en place de la solution, parce que ces alertes aussi de phase de reconnaissance, vous allez vous rendre compte que vous avez sûrement plein d'outils dans votre entreprise, notamment sur la gestion de vulnes, qui fait aussi qui fait des phases de reconnaissance. Donc, il faudra les identifier pour pouvoir les exclure correctement dans la solution et pour que vos outils de gestion de vulnes arrêtent de remonter des détections d'énumération dans la console. Mais du coup, le fait d'activer justement cette phase d'apprentissage permet d'avoir plus de détails aussi et de pouvoir faire des exclusions plus fines. Et sur la partie identité, on a aussi cette capacité à faire des exclusions conditionnelles, donc d'aller assez loin finalement sur notre capacité à réaliser l'exclusion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Vous avez la présentation sera partagée. Vous avez nos noms avec Samuel. Les mails seront partagés aussi. Vous pouvez demander une démo directement sur le site de SentinelOne. On vous remercie énormément pour votre attention ce matin et en vous souhaitant une excellente journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.